tout ce que tu m'as dit là, j'ai juste envie d'aller dans la rue et le crier en fait. Parce que c'est exactement ça. Là vraiment, là tout de suite, pour pas que j'oublie. Là encore que c'est chaud dans ma tête. Et je pense que peut-être la vidéo sera le cri. Je m'appelle Suzy. Je commence ma 2e année de thèse. Ici, du coup, laboratoire ESE. Et moi, j'étudie la nature en ville, les dynamiques temporelles de la ville et de la biodiversité qui sont pas les mêmes. Ouais. Des communautés de plantes et d'oiseaux, donc les plantes et les oiseaux, comment est-ce qu'elles réagissent à l'évolution de la ville, Ouais. donc dans le temps, Oui. pour, dans l'idée, de voir comment le passé influe sur aujourd'hui, pour à partir d'aujourd'hui, pouvoir faire des prédictions pour le futur, et essayer de proposer des scénarios d'urbanisation qui permettent d'avoir des trucs intéressants pour les humains, parce qu'on habite en ville, parce qu'on a envie d'habiter en ville, Ouais. pour plein de raisons sociologiques, quoi. Et à la fois d'avoir la nature en ville quand même, Ouais. pour maintenir une expérience de nature auprès des citoyens. Parce que déjà c'est bien il y a plein d'études qui montrent que c'est intéressant pour le bien-être, pour la santé mentale. Si les gens sont... on sait que les gens sont déconnectés de la nature aujourd'hui, mais plus ils le sont et moins ils savent ce que c'est que, je sais pas, un oiseau, une abeille, un truc. Totalement. Moins ils ont envie déjà de protéger les oiseaux et les abeilles, mais en plus par transitivité en fait, ils sont moins concernés par genre la biodiversité tout court. Ouais. Je regarde comment les changements d'occupation du sol, ça s'appelle, donc quand on prend par exemple un milieu agricole et qu'on en fait un milieu bâti, donc là on a changé l'occupation du sol, Oui. Ah. et comment ces trucs-là, ça va changer la biodiversité qu'on y trouve, quoi. Déjà dans ta présentation, t'as dit tellement de choses. Souvent les gens ils pensent ville opposée à nature, alors qu'il y a de la nature en ville. Après, il faut choisir quelle nature on veut, nous, Oui. en tant qu'humains. Est-ce qu'on a envie d'avoir 50 fois la même espèce autour de nous partout, Ouais. ou est-ce qu'on a envie d'avoir plutôt une diversité? Est-ce qu'on est sensible à ça? Comment tu Ok. t'es retrouvée à faire ta thèse en écologie sur ce sujet-là en particulier? Donc là, ce serait Vraiment, c'est... la Il y a toute quoi base de derrière, l'intro. quoi? À la toute base, moi je voulais faire de l'écologie marine. Oui. Je voulais nager en bateau et étudier les animaux dans l'eau et tout, je trouvais ça trop bien. Trop bien. Et c'est un truc qui m'a toujours fait rêver et tout. Je viens de Bretagne aussi, donc il y a la mer, machin. Et j'ai fait un stage de recherche en M1, en écologie marine, un peu de la modélisation aussi, parce que j'ai fait une école d'ingénieur, donc j'ai plus un profil modélisation, quoi, maths et tout. Et c'était vraiment très cool, mais sauf que j'ai vu que les articles que j'étudiais, justement pour faire ce stage-là, Ouais. parfois ils dataient d'il y a 20 ans, et les gens ils disaient « Attention, dans 25 ans, bah, ça va être la merde si on fait rien Oh. !» Et moi j'ai étudié ça 20 ans après, Oh. et sauf que c'est la même situation. Oh. Et du coup je me disais Merde. ok, donc c'est un sujet qui me passionne, ça m'intéresse et tout. Oui. Mais sauf que je vois bien que chaque fois les articles, au fur et à mesure qu'ils avançaient dans le temps, bah, ils allaient de plus en plus alarmistes et de plus en plus radicaux aussi dans leurs propos, Ouais. mais que ça changeait rien. Et je me suis dit, il y a ça qui m'intéresse, il y a aussi un sujet qui est la ville qui m'intéresse parce qu'il y a aussi tout un truc citoyen de la ville, permettre aux gens de vivre en bonnes conditions. Et c'est aussi là que se joue l'idée de l'expérience de nature, de si les gens sont en contact avec la nature ou pas, parce que les gens vivent beaucoup en ville aujourd'hui. Et en plus, l'être humain a intérêt à ce que la ville soit agréable à vivre et qu'elle soit vivable. Alors que l'océan, c'est triste, mais il a des intérêts aussi, mais il en a moins conscience, c'est moins immédiat, quoi. Et comme on réfléchit aujourd'hui en politique à échéance de très court, là en ce moment on est en train de se dire « Ah merde, en fait il fait très chaud l'été, ce serait bien de changer les villes et de mettre des arbres. Et ça m'intéresse carrément parce que je vais pouvoir utiliser ça peut-être pour faire passer mes idées aussi. Oui. Et argumenter en faveur de ce que je vais peut-être proposer dans mon travail, quoi. Ouais. Dire bah voilà, faut mettre des arbres, mais en plus ça permet de faire ça et c'est à moindre coût parce que si vous mettez des arbres de toute façon autant mettre les bons. Oui, mais du coup dans tous les cas tu voulais quand même que ça bouge d'un côté ou d'un autre. Et du coup t'es allé vers vers là où je pense que j'ai le plus de levier d'action aussi à notre époque, à un moment où je vis et à tout ça, quoi. Et peut-être, si je suis un peu idéaliste et tout, mais peut-être que si j'arrive à bien faire mon taf en ville et à bien faire passer mes idées, les gens auront plus d'expérience de nature, seront plus en contact avec des plantes, des oiseaux, des machins qui leur parlent, et du coup, on aura plus de levier d'action pour faire évoluer le sujet sur la mer, si c'est pas trop tard d'ici là. Mais la mer, il y a encore un degré de complexité plus élevé, c'est que je travaillais sur la haute mer, donc c'est pas des endroits qui sont affiliés à des pays en particulier. C'est des eaux qui sont internationales. Tu sais, il y a les eaux exclusives nationales, machin, là, c'est à 200 km des côtes, ou 200 000, je sais plus. Donc là, t'as une espèce de petite zone tout autour des terres qui sont à un pays. D'accord. Mais au-delà de ces zones-là, c'est à tout le monde. Oui. Donc il y a quelques lois qui essaient de réguler ça, mais c'est des lois vraiment très, on part de très loin. Faire des lois de type on pêche que 50% des poissons, c'est beaucoup trop compliqué. Puis il y a les 200 pays du monde et quelques qui ont accès à cet endroit-là.
Et c'est la même histoire que tout le monde, c'est la tragédie des communs, je sais pas si ça te parle. Imagine, je sais pas, je vais faire un exemple hyper enfantin, mais t'as un bol de bonbons et t'as 20 enfants. Et tu leur dis, bah en fait, on va arrêter de manger les bonbons, on va les garder pour la semaine prochaine. Mais imagine, il y a un enfant, il respecte pas, et il prend tous les bonbons. Tous les autres, ils ont le seum. Ouais. Du coup, ils vont se dire, bah c'est pas grave, on va chacun en prendre un, et puis tant pis pour la semaine prochaine. Ah ouais. C'est ce qui se passe en fait dans les communs. Donc, on se dit, en fait, moi j'aimerais bien les protéger, peut-être. Mais de toute façon, s'il y a que moi qui le fais, ça sert à rien. Donc bah tant qu'à faire, autant me servir et on s'en fout quoi. Mais tu penses quoi de, parce que je dis vraiment l'artificialisation de la nature dans les milieux urbains? Vraiment c'est une nature artificielle je trouve. Ouais. Est-ce que tu en penses quoi? Toi tu t'appelles comment ça en fait? Carrément d'accord qu'il y a un sujet là-dessus, qu'en gros, moi j'ai envie de mettre de la nature en ville, mais de la nature qui est là parce que juste elle a sa place et qu'il y a un équilibre, un écosystème, et c'est pas nous qui allons mettre des arbres avec des jolies fleurs parce qu'on aime bien ça, et parce qu'ils font pas trop de fruits et que du coup c'est pas mal parce que ça pollue pas les trottoirs, enfin ça salit pas les trottoirs. Après il y a plein d'animaux qui sont là parce qu'ils ont trouvé leur place et que c'est la place qu'on leur donne. Et du coup c'est à nous aussi de réfléchir à quelle place on donne, quelles possibilités on laisse aux écosystèmes pour qu'ils puissent avoir un équilibre qui nous satisfasse, et qu'on soit pas en train de toujours lutter contre des trucs qu'on a nous-mêmes créés. Par exemple les oiseaux en ville. La ville c'est un endroit qui est un habitat qui est sous très forte pression humaine, donc anthropique, tu vois, on va simplifier énormément les habitats, mettre imperméabiliser partout, donc il y a moins de plantes. En gros, t'as moins d'êtres vivants qui sont capables de vivre là. Bah ouais. Comme d'autres endroits sous forte pression, quoi. Et du coup, un peu automatiquement, c'est un peu plus compliqué que ça, mais globalement, on arrive vers des êtres vivants qui sont beaucoup plus similaires. Donc des espèces qui sont plus grand nombre, mais moins nombreuses en termes de nombre d'espèces, tu vois. Du coup, on a beaucoup de pigeons, beaucoup de moineaux, beaucoup de rats, par exemple. Et après, nous, on va dire, oh là là, mon Dieu, les pigeons, il y en a trop. Mais en fait, il y en a trop parce que y a que ça qui vit là. Ok, je vois. Et du coup, quelle solution serait possible, en fait, pour enrichir la biodiversité dans les villes? Est-ce que tu penses que juste planter des arbres, n'importe quel arbre, est une solution? Il y a un truc, c'est que, par exemple, dans les élections municipales dernièrement, là, c'était un peu la course à qui allait promettre de planter le plus d'arbres. Et c'était vraiment hyper flagrant, quoi. Tout le monde, c'était vraiment moi je vais planter 100 000 arbres et moi j'en mets 200 000. Et il y a vraiment des chiffres qui sortaient comme ça et c'était un peu absurde. Donc ça, dans mon idée, c'est pas une bonne métrique de biodiversité en ville parce qu'il suffit de planter un petit arbre un peu chétif dans une cour d'école et bam, ça compte. Et l'arbre, dans 50 ans, peut-être qu'il commencera à être utile. Et probablement, vu notre gestion actuelle de l'urbanisme, il sera plus là, quoi. Enfin, un arbre en ville, aujourd'hui, il a 30 ans d'espérance de vie. En ville? En ville, ouais. Sachant qu'un arbre en nature, il vit beaucoup plus que ça. Ouais. Et qu'on estime, je sais plus à partir de combien de dizaines d'années il commence à être utile pour la biodiversité, mais c'est au moins 10, quoi. Au moins 10 ans, peut-être 20 ans. Mais il commence à devenir un endroit intéressant pour les oiseaux, un endroit intéressant en termes aussi d'ombre et de gestion de la chaleur et tout. En fait, on parle de service écosystémique. Je sais pas si ça te parle. Gros, c'est une façon, vu qu'on est un peu bêtes les humains, on aime bien voir l'intérêt qu'on a dans les choses. Donc on dit, un arbre par exemple, qui va nous apporter des services écosystémiques de régulation. Donc il va réguler la température, il va réguler le cycle de l'eau et tout comme ça. Il va nous apporter des services d'approvisionnement, donc on va pouvoir prendre du bois dedans, des trucs comme ça. Culturel, nous on va le trouver beau. Si c'est des espèces un peu patrimoniales, on va se dire, oh mon Dieu, j'ai jamais vu cette espèce-là d'arbre, c'est trop bien. Et il y a des espèces pas trop les arbres, mais de support, du reste de l'écosystème. Donc ça, c'est les 4 types de services écosystémiques. Et l'arbre, en fait, on dit qu'il commence à avoir à apporter des services écosystémiques à partir de peut-être 10 ans, 20 ans d'existence. Il y a d'autres indicateurs pour mesurer, par exemple, la présence d'arbres en ville, qui serait la surface de canopée. Donc là, si tu regardes depuis en haut, la surface des arbres. Donc si tu mets un tout petit arbre tout petit, ça fait une toute petite surface. Donc il compterait pas beaucoup dans cet indicateur-là. Et par contre, un chêne centenaire sur une place de village, il est très grand et là, il compterait vachement plus. Donc ce serait une façon de mesurer la potentiel de biodiversité en ville qui serait déjà plus intéressant que le nombre d'arbres qu'on plante en 5 ans. Et après, tu as plein d'autres manières de favoriser la biodiversité en ville. Enfin, tu as tout ce qui s'appelle un peu la perméabilité de la ville. Donc à quel point est-ce que c'est facile quand t'es pas humain de te déplacer en ville et d'y vivre aussi. Tu as un truc qui s'appelle les trams vertes et bleues qui existe depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, ça a été assez popularisé et tout. Mais c'est permettre des corridors soit verts, donc des pelouses, des arbres, des trucs comme ça qui permettent aux animaux de se déplacer, ou bleus, donc de l'eau, des rivières et tout, de permettre des
continuité écologique. C'est les humains qui Qui disent, bah là, regarde, là on a une forêt, là on a une autre forêt. Bah, on pourrait... Est-ce que tu vois la coulée verte à Paris ? C'est un genre de corridor écologique. Ok. Donc, et ça existe à toutes les échelles. Si t'es un renard, par exemple, tu vas peut-être prendre cette coulée verte. Si t'es une abeille, tu t'en fous un peu de la coulée verte. Par contre, tu t'en fous pas. En vrai, c'est plus une coulée verte, c'est genre un parc pour toi. Oui, ok. Par contre, ce que tu disais, les trottoirs où tu vas avoir des trous, où tu vas avoir enlevé une bande de trottoir pour planter des trucs. Ouais. Là, c'est un corridor écologique pour les abeilles. Ah, d'accord. Parce que elle, il faut qu'il y ait 2 fleurs à moins de 2 mètres, tu vois, j'en sais rien, pour que ça ait un sens pour elle. Si t'es une chauve-souris, potentiellement, tu vas avoir envie d'avoir des corridors écologiques qui soient noirs la nuit. Ouais. Ça s'appelle une trame noire, dans ce cas-là. C'est encore autre chose, ça existe. Ça existe à Paris ? C'est un concept qui est encore nouveau, les gens essayent d'y penser. Je suis pas tout à fait sûre de comment est-ce que c'est implémenté encore aujourd'hui. Je sais pas si t'es une grenouille. Ouais. Il te faut de l'eau qui soit proche les uns des autres. Donc là, ce serait plutôt de trame bleue ou une continuité de mares, donc un réseau de mares ou d'espaces humides. Il faut un peu réfléchir à toute cette perméabilité pour toute la faune et toute la flore en ville, quoi. Et du coup, t'as plein de questions parce que là, c'est le concept, c'est facile, c'est juste la théorie. Après, il faut voir, selon la forme de ta ville, selon l'agencement de ta ville, comment est-ce que tu organises ça. Ouais. Et du coup, c'est un peu laisser des accès à la ville, mais aussi la possibilité à l'espèce de sortir de la ville quand elle le souhaite. Complètement. Parce que t'as aussi un truc de... Une espèce, elle a un cycle de vie, tu vois. Elle naît, elle grandit, elle se reproduit, et puis après, elle continue, quoi. Et elle fait pas forcément ça dans les mêmes endroits. Ouais. Si tu fous... je sais pas, t'as des oiseaux, par exemple, qui migrent, donc c'est un peu plus facile, mais si tu le laisses dans un seul endroit qui est super adapté pour un de ses cycles de vie, peut-être, en fait, il va juste végéter, il va pas forcément se reproduire, tu vois. Ok. Et du coup, c'est bien que ce soit perméable, que ça permette de se déplacer entre des endroits qui soient des réservoirs écologiques, ça s'appelle, des réserves de biodiversité. Puis réserve est un peu particulier comme mot, mais en gros, c'est des endroits où ils puissent s'épanouir, avec des connectivités avec d'autres endroits où ils pourraient faire d'autres trucs de ces cycles de vie, quoi. Super intéressant, je suis pas du tout au courant. Je pense que je regarderai la ville maintenant différemment et j'essaierai d'identifier tout ça, en fait. D'identifier un peu des corridors écologiques. Est-ce que tu penses que ton travail de scientifique sur ce sujet te permet de plus t'engager en politique sur cette thématique-là ? Est-ce que tu veux t'en servir pour plus t'engager ? Est-ce que tu penses que c'est déjà le cas ? Évidemment, je veux dire sur la biodiversité. Oui, carrément. C'est une vraie question, parce que j'ai choisi de faire aussi de l'écologie parce que je pense qu'il y a besoin d'en faire en ce moment dans notre monde, quoi. Oui. Enfin, d'étudier la nature et de faire en sorte de laisser plus de place à la nature, notamment en ville. Enfin, c'est mon sujet d'étude, mais voilà. Donc c'était un peu mon calcul aussi de me dire, je vais faire ça. Mais j'ai un peu peur de me donner trop bonne conscience et de me dire, c'est bon, j'ai fait ma part, j'ai travaillé là-dessus, et maintenant, je vais juste laisser mon travail quelque part et laisser les gens s'en emparer. Sauf que ça, on sait que ça n'arrive pas. Que les politiques, ils n'iront jamais chercher mon travail si on ne leur met pas sous le nez. Que le grand public, il n'a pas accès, parce que c'est compliqué la science qu'on fait en France, quoi, même dans le monde, en fait. C'est pas accessible, et du coup, il faut la vulgariser, il faut l'apporter dans des endroits comme ça. C'est pas quelque chose que je fais, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, mais... Je te permets de le faire, là. oui, un peu, c'est vrai. Mais en gros, ça suffit pas, je pense, de faire la science. Oui. Et c'est un truc aussi que j'ai vu quand je travaillais sur la mer, pendant mon stage. Ça suffit pas de juste trouver des trucs et les dire dans des journaux scientifiques qui sont lus que par quelques scientifiques dans le monde qui comprennent ce jargon-là très complexe et tout. Pour moi, un minimum, c'est de faire de la vulgarisation, de publier dans des articles qui sont dans des journaux qui sont pas scientifiques à la base, d'aller parler dans les médias peut-être auprès de publics autres, de grand public, du scolaire et tout. Et le niveau d'au-dessus, ce serait vraiment de s'engager en politique ou d'être dans de l'associatif ou dans du militantisme autour de ça. Mais après, je te dis ça, mais je suis pas non plus militante engagée. Hein, mais en fait, t'as conscience du fait que ça ne suffit pas. C'est un premier pas, on va dire. Je voulais en fait que ça se dise, en fait, ce que t'es en train de dire. Dire, ça suffit pas. C'est juste ça, c'est très important, mais ça suffit pas en tout cas pour que ça ait un impact, pour que ça ait du champ. Malheureusement, je dirais, ça suffit pas, parce que c'est pas accessible, et surtout, comme t'as dit, si on ne met pas sous le nez des politiques, ils vont vraiment être très heureux d'en avoir rien à faire. Voilà. Est-ce que t'as entendu parler de la géo-ingénierie ? C'est les gens qui veulent par exemple mettre des particules dans l'air pour stopper les rayons du soleil. C'est un peu des réponses techniques et technologiques, des problématiques écologiques, quoi. C'est comme une machine qui marche plus, je vais aller la retoucher, je vais aller changer des choses, des pièces, pour rajouter, pour faire
que je corrige l'erreur en fait. Ouais. Parce que y a quelqu'un qui m'a posé une question. Pourquoi la géo-ingénierie en tant que réponse technologique, alors que la technologie est une des sources principales du changement climatique? C'était Elon Musk, je crois, qui parlait de mettre un parasol géant dans le ciel. Ce genre de choses qui ferait mourir tous les écosystèmes. C'est un peu la science qui essaie de résoudre les problèmes qu'au final... Causés par la science. Merci. Quand on dit science, c'est plutôt les applications en fait, oui, le côté technique et technologique, pas la science qui essaie de comprendre le monde. Carrément. C'est quoi ton avis là-dessus? Je pense que c'est hyper important de comprendre comment le monde fonctionne, en général. Par exemple, l'ingénierie peut-être de base, c'est les rayons du soleil qui chauffent la Terre. Oui. L'effet de serre, essayer d'impacter là-dessus. Oui. Donc on peut parler par exemple d'albédo. Donc il faut que la surface de la Terre elle soit plus ou moins claire pour mieux faire réfléchir les rayons du soleil que pour l'absorber et réchauffer. En général, c'est un exemple, mais pour des solutions locales qui utilisent ce fonctionnement du système Terre pour essayer de résoudre les problèmes ou en tout cas d'aller à leur devant et tout. Par contre, les trucs de grande envergure et tout, j'avoue que ça me fait très peur. Voilà. Parce qu'on maîtrise pas tout et c'est un peu un truc, je pense, d'humain qui se sent tout puissant. Mais ouais, donc je pense que le truc un peu de l'homme qui va aller changer le fonctionnement de la Terre globalement pour permettre à l'homme de continuer à changer la Terre, c'est pas un truc qui me plaît de ouf. Moi je suis plus sur comprendre et adapter localement et essayer de limiter les impacts. Enfin, avant de changer, il faut déjà limiter et arrêter de défoncer la Terre. Mais super. Merci pour ta réponse. Et merci pour toutes tes réponses. Merci pour cet échange. Mais merci à toi, c'est trop intéressant. Moi, j'ai fait que parler, je crois, mais... voilà. Et moi, j'ai fait que écouter et apprendre. Très bien. Au revoir.